C'est le plus puissant édifice de la République française. Le palais de l'Élysée, à Paris. Quand on pénètre là, on sait que l'on va au cœur du pouvoir. La place forte du chef de l'État, vitrine du savoir-faire à la française, accueille et éblouit les plus illustres personnalités internationales depuis des siècles. Rares sont ceux qui ont eu le privilège d'y pénétrer. On imagine De Gaulle, on imagine Pompidou, on imagine Mitterrand, on imagine Chirac dans ce bureau. C'est toute l'histoire de la Ve République qui est d'une certaine manière ramassée dans ce bureau. Pourtant, cette superstructure classique n'a en apparence rien d'une forteresse high-tech. C'est parce qu'il n'était pas destiné pour ça qu'aujourd'hui, c'est presque admirable que le pouvoir y soit bien installé. C'est au prix de transformations colossales du XVIIIe au XXIe siècle qu'il est devenu le siège du haut commandement de la nation. Des modifications de structure qui auraient pu lui coûter très cher. Quand on a démonté les boiseries, on a trouvé des murs en très mauvais état. C'est un peu comme le Mikado, pouf, le truc s'effondre. Pourtant, le palais résiste et se déploie. La cour Est abrite même depuis Valéry Giscard d'Estaing le bunker du président, le PC Jupiter et son système de dissuasion nucléaire. Il y a beaucoup de choses qui sont classées secret défense. Mais le secret défense des secrets défense, c'est ça. Alors, comment l'un des plus grands hôtels particuliers du XVIIIe siècle est-il devenu une hyperstructure du XXIe siècle? Comment s'est-il modernisé, adapté aux exigences du pouvoir et de la sécurité du chef de l'État? Voici l'odyssée du premier palais de France. À Paris, à quelques pas de la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, une adresse illustre. Le 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Là, derrière le portail d'honneur, cerné de murs d'enceinte, se dresse le siège de la présidence de la République française. Dominant un parc d'1,5 hectare, cette imposante structure de 125 mètres de long et large de 110 mètres, presque invisible depuis la rue, totalise 365 pièces réparties sur 11 000 mètres carrés et 4 niveaux. Un dédale de bureaux et de salles de réception qui abrite également les appartements privés du chef de l'État. Un lieu stratégique et sous haute protection. S'il y a le pouvoir, il y a la sécurité autour. Et la sécurité, c'est d'abord les unités de la garde qui sont là, la garde républicaine, et il y a 400 hommes quand même qui assurent en permanence la sécurité de l'Élysée, plus le service de protection des hautes personnalités de la République, qui sont les policiers. Au centre de tout, le président de la République est l'homme qu'il faut protéger à tout prix. L'Élysée est une forteresse où l'on entre et d'où l'on ne sort qu'avec l'aval des forces de sécurité. Les présidents sont prisonniers du palais dans la mesure où ils ne peuvent pas sortir comme ils le veulent à tout moment. Gendarmes, policiers, tout ce monde-là, en effet, vous empêche complètement toute liberté. C'est le prix à payer de l'exercice du pouvoir. Au cœur de ce dispositif, un bunker souterrain classé secret défense est caché sous la cour est du palais. Le PC Jupiter, dont on doit l'existence au président Valéry Giscard d'Estaing. En 1974, tout juste élu, il découvre l'Élysée, un lieu de pouvoir pas encore au standard de la Maison-Blanche ou du Kremlin. L'une des premières choses, après ce que l'on connaît de protocolaire de la journée d'installation, c'est un briefing militaire avec le chef d'état-major des armées qui explique au président de la République, notamment,
comment fonctionne la force de dissuasion, puisque le président de la République est le seul à pouvoir déclencher le feu nucléaire. Et dans ce briefing qui est fait à Giscard, effectivement, il se rend compte que le système de transmission des ordres pour la force de dissuasion, c'est caché derrière des boiseries, à des grands salons de réception du rez-de-chaussée de l'Élysée. Donc il est un peu stupéfait. La France, puissance nucléaire, ne peut se contenter d'un simple bouton dissimulé derrière une moulure. Valéry Giscard d'Estaing ordonne immédiatement la construction d'un poste de commandement digne de ce nom à l'Élysée. Dans les sous-sols, un lieu oublié, transformé en débarras, pourrait faire l'affaire. Un lieu construit 40 ans plus tôt, alors que l'Allemagne nazie menaçait toute l'Europe. Commandé en 1936 par le président Albert Lebrun, ce bunker de 250 mètres carrés a été conçu pour abriter 100 personnes. Enfouis à 8 mètres au-dessous du sol, ces murs de béton d'1,70 m d'épaisseur peuvent résister à des bombes de 500 kg. On y trouve un bureau pour le président, un centre de communication, une infirmerie, un générateur électrique et un système de filtration de l'air. 3 sorties, dont une de secours, complètent le dispositif. Un lieu idéal pour accueillir le nouveau poste de commandement, le PC Jupiter. Le PC Jupiter, qui a cet avantage d'être préservé de toutes les ondes électromagnétiques et donc de ne pas pouvoir être écouté par les satellites de reconnaissance et d'écoute. Un lieu stratégique et secret, dans lequel seule une caméra a pu pénétrer en plus de 40 ans d'existence, alors que le président Giscard d'Estaing participait à un exercice grandeur nature. C'est devenu maintenant une sorte de centre de commandement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les conseils de défense qui ont lieu tous les mercredis avant le Conseil des ministres, ils ont lieu au PC Jupiter. Donc c'est vraiment un endroit où se prennent les décisions et où les opérations militaires extérieures sont suivies depuis le PC Jupiter. Bunker souterrain. Gendarmes et policiers 24 heures sur 24. S'il est un lieu interdit et secret en France, c'est bien le palais de l'Élysée. Rares sont ceux qui ont le droit d'y pénétrer. Et rares sont ceux qui savent pourquoi cet hôtel particulier du XVIIIe siècle et ses dépendances, le palais de l'Alma et l'hôtel Marigny, où travaillent chaque jour 800 personnes, furent désignés pour être le centre des décisions, le symbole de la République française. Paris, 1715. Délaissant le faste du château de Versailles à la mort du roi Soleil, Philippe d'Orléans, régent du royaume pour le compte du jeune Louis XV, âgé de 5 ans à peine, s'installe au palais des Tuileries. Redevenu le centre du pouvoir, Paris attire alors une nuée de courtisans avides de privilèges. Parmi ceux-là, Louis-Henri de la Tour d'Auvergne, le comte d'Évreux. Le comte d'Évreux, c'est un personnage, on pourrait peut-être dire qu'il n'est pas très sympathique, c'est un militaire. Il est l'héritier d'une très très grande famille, vieille noblesse, mais surtout, ce n'était plus une famille de grande fortune, au contraire. Alors pour reconstituer sa fortune, le comte épouse une jeune roturière âgée de 12 ans à peine, fille d'Antoine Crozat, financier et plus grosse fortune de la capitale. Il a cherché à travers ce mariage à avoir une dot. La jeune Marianne Crozat gagne le surnom de mon petit lingot d'or. Le comte d'Évreux a soif de pouvoir et de reconnaissance. Il se met alors en tête de bâtir à Paris le plus bel hôtel particulier qui soit. L'hôtel particulier
c'est vraiment une nécessité sociale absolue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tenir son rang par rapport au roi, par rapport à la cour, si on n'a pas un hôtel. Et l'architecture est un des moyens d'atteindre ce gonflement d'orgueil, si vous voulez, aristocratique. Reste à trouver dans la capitale un lieu à la mesure de son ambitieux projet.